Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 6 mars. Les membres de la mission algérienne ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés du dernier séisme en Turquie et en Syrie, décorés par le président algérien par la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang de Hachir. Plus de 52 000 morts et des centaines de milliers de sinistrés. Retour dans ce Midi Info sur les conséquences catastrophiques du séisme dévastateur en Turquie et en Syrie un mois après. Des hommes lourdement armés attaquent et incendient un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso, faisant un civil blessé. En République démocratique du Congo, un nouveau cessez-le-feu doit entrer en vigueur ce mardi. Il concerne l'ensemble des zones de combat entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Bonjour à tous, ils ont fait preuve de bravoure et d'abnégation et aujourd'hui ils sont honorés par le président de la République. En grande pompe, Abdelmadjid Tebboune a décerné la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang de Hachir aux membres de la mission algérienne ayant participé aux opérations de sauvetage des sinistrés du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Cette médaille a été décernée à un groupe des forces aériennes de l'armée nationale populaire et à des équipes de la protection civile ainsi que celle du Croissant Rouge algérien. وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. Le plus important pour nous, c'est de continuer nos efforts pour assurer un service digne de ce nom. Il est important aussi d'assurer l'intégrité des citoyens et de leurs biens. C'est un honneur d'être parmi ceux qui ont été honorés. Et grand merci au président, grand merci à tous ceux qui ont participé de pays pour nous encourager. On n'a pas lésiné sur les efforts. Le plus important pour nous, c'est d'avoir honoré le drapeau algérien et d'être revenu sain et sauf. C'est un grand honneur pour nous. On remercie le président de la République pour tous ses efforts et ses orientations rigoureuses. On tient à le remercier une nouvelle fois pour cette distinction. Et le tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier a dévasté une zone de plus de 20 000 km², provoquant l'une des pires catastrophes naturelles du siècle selon l'OMS, avec plus de 52 000 morts et des centaines de milliers de sinistrés. Neila Hamouda y revient. Plus de 52 000 morts, 200 000 bâtiments détruits, d'autres si endommagés qu'ils doivent être rasés. L'ampleur des dégâts est telle que Turcs et Syriennes ne se remettent toujours pas de cette catastrophe naturelle qui a ébranlé leurs deux pays. Un mois après le pire tremblement de terre qui a dévasté les deux côtés de la frontière, le cauchemar continue pour les milliers de familles touchées. D'après les autorités turques, pas moins de 14 millions de personnes ont été affectées par le séisme, soit 1/6 de la population. Parmi elles, 3,3 millions de sinistrés se sont réfugiés hors des provinces dévastées par le tremblement de terre. Les villes les plus touchées se sont transformées en villes fantômes. Entre les ruines, il reste 2 millions d'habitants. Ces derniers ne veulent ou ne peuvent pas partir. Ils survivent sous des tentes ou dans des conteneurs dans des conditions précaires. Face à ce désastre, un immense mouvement de solidarité est né. Des collectes d'argent et des vivres ont été définis pour pallier aux carences. Les répercussions économiques de cette catastrophe jouent à toutes les échelles, à court et à long terme pour les deux pays.
L'arrêt total des services a perturbé le secteur névralgique des deux gouvernements. La secousse dévastatrice et ses répliques ont provoqué des dégâts d'une valeur dépassant les 34 milliards de dollars, soit 4% du PIB turc, a estimé le 27 février la Banque mondiale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis de bâtir d'ici un an plus de 450 000 logements aux normes antisismiques et a annoncé le versement de 100 000 livres turcs aux proches de personnes décédées. Un mois après le pire séisme qu'a connu la Turquie, les familles peinent à faire leur deuil. Entre pertes humaines et dégâts matériels, un immense travail psychologique attend les populations pour parvenir à panser les plaies. Dans l'actualité également, ouverture ce lundi de la 41e édition de la conférence sur l'énergie à Houston, aux États-Unis. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, y prendra part. Accompagné d'une importante délégation, Arkab aura une série de rencontres avec ses homologues et des responsables des grandes compagnies énergétiques internationales et participera à plusieurs panels qui porteront notamment sur l'énergie en Afrique et la transition énergétique. Le droit du peuple du Sahara occidental, plaidé à Genève, plusieurs pays participant aux travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont réaffirmé leur ferme soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, à l'instar de l'Afrique du Sud, la Namibie et Timor-Leste. Ces pays ont aussi appelé à protéger les droits de l'homme dans les parties occupées du Sahara occidental. Et les violations des droits de l'homme au Sahara occidental occupé par le Maroc se produisent avec la complicité de parlementaires européens corrompus. Le site d'information Of Investigation a consacré une enquête au retentissant scandale de corruption au sein du Parlement européen dans lequel le Maroc est impliqué, apportant de nouvelles preuves sur les pots de vin versés par le Merzan pour faire passer sous silence son occupation du Sahara occidental depuis 1975 et mieux piller les richesses de ce territoire. En Libye, le chef du gouvernement d'union nationale a affirmé que le ministère libyen de l'Intérieur était disposé et prêt à assurer l'organisation d'élections dans le pays. Abdelhamid Beba a appelé à mettre fin aux périodes transitoires et à aller vers les urnes. Il faut ici rendre hommage à la préparation électorale que cette administration a exécutée courant novembre 2022. Celle-ci a été le lieu du respect de tous ceux qui y ont assisté. Élevez votre niveau de préparation. Votre préparation sera toujours dans l'objectif de contribuer à concrétiser le rêve de la Libye et des Libyens afin d'organiser les élections et d'en finir avec toutes les formes de période de transition. Par le travail constant à la prospérité de la Libye, à la défense de son intégrité territoriale et à la protection de ses citoyens. Je vous en parlais en titre, des hommes lourdement armés ont attaqué, incendié un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso à Makalondi, blessant un civil. Selon la police nigérienne, le poste de police de Makalondi avait déjà été visé en décembre 2021. En Mauritanie, cette fois, 4 terroristes se sont échappés hier soir d'une prison de la capitale Nouakchott lors d'une évasion qui a coûté la vie à 2 membres des forces de l'ordre. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministère mauritanien de l'Intérieur. L'identité des fugitifs n'a pas été divulguée. Et direction la RDC à présent où un nouveau cessez-le-feu doit entrer en vigueur à partir de demain. Il concerne l'ensemble des zones de combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 et devrait permettre l'ouverture de couloirs humanitaires afin d'apporter assistance aux centaines de milliers de réfugiés ayant fui les violences. Souad Ben Batouche. Le M23 s'engage à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo, et ce à partir du 7 mars à midi, annonce la présidence angolaise.
Luanda est à l'origine d'une médiation avec le mouvement rebelle, conformément à la décision prise par le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenu à Addis Abeba le 17 février dernier. Les contacts entrepris par l'Angola avec le M23 ont débuté le 28 février, puis l'annonce d'un cessez-le-feu intervient ces dernières 48 heures. Depuis la mi-janvier, de violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Au cours de ces dernières semaines, des dizaines de milliers de personnes ont été prises dans l'étau des violences armées et obligées de se déplacer. Et face à cette situation, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Au cœur de plusieurs sommets des pays de l'Afrique de l'Est ces derniers mois, la situation dans l'Est de la RDC demeure préoccupante. Selon la communauté de l'Afrique de l'Est, il s'agit d'une question régionale qui ne peut être réglée durablement que par un processus politique. Les dirigeants de l'organisation ont à maintes fois souligné la nécessité de renforcer le dialogue entre toutes les parties. Ils ont aussi demandé un retrait des groupes armés étrangers et un déploiement rapide de toutes les troupes censées composer une force régionale. D'ailleurs, pas plus tard que ce dimanche, une trentaine de militaires burundais ont atterri à Goma dans le cadre du déploiement de cette force visant à mettre fin aux violences. Ces militaires sont déployés dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays de la communauté d'Afrique de l'Est pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et d'émettre la centaine de groupes armés qui sévissent dans la partie orientale du pays. Les troupes burundaises s'ajoutent à un contingent de l'armée kenyane d'environ 1 millier d'hommes déployés dans et autour de Goma depuis novembre 2022. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire décidé par la communauté de l'Afrique de l'Est. Les directions de Proche-Orient, plusieurs Palestiniens ont été blessés et arrêtés ce lundi lors d'incursions des forces de l'occupation sioniste dans diverses régions de la Cisjordanie occupée. Ainsi, 4 jeunes Palestiniens ont été touchés par des balles réelles lorsque les forces de l'occupation ont fait irruption dans le camp de réfugiés d'Arabat Jaber en Cisjordanie occupée. Dans l'actualité également, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu ce lundi dans la ville de Marioupol, dans la région du Donbass. Shoïgu y a mené des inspections sur les sites d'infrastructures déjà reconstruits, ainsi que sur de nouveaux chantiers à Marioupol. Cette visite est effectuée dans le cadre d'une inspection des travaux de reconstruction dans la zone de l'opération militaire spéciale. La bataille pour le Donbass est douloureuse et difficile, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a reconnu les difficultés rencontrées par son armée face à l'avancée des forces russes dans la région du Donbass, où se trouve la ville très disputée de Bakhmout. La présidente de la Commission européenne était invitée en Allemagne hier pour une rencontre avec le chancelier Olaf Scholz. Elle a également participé à une réunion de travail du gouvernement allemand qui discutait notamment de l'interdiction des moteurs à combustion. Il était notamment question de créer une Europe géopolitiquement sûre d'elle, selon le chancelier allemand. Wir sind gegenwärtig in einer großen Zeit des Nous vivons actuellement une grande période de changement, non seulement à cause de la terrible guerre de la Russie contre l'Ukraine et du changement d'air qui l'a accompagné, qui a remis en question tant de choses qui nous semblaient certaines depuis de nombreuses décennies, en particulier la compréhension que les frontières ne seront pas déplacées en Europe par la force. On parlera aussi de ce qui est une grande importance pour l'avenir de notre pays. On parle souvent de transformation, de grands changements, de transition qui s'opèrent. Mais en fait, ce que nous devons entreprendre en termes de modernisation industrielle et économique dans cette décennie est si important qu'il est nécessaire d'en discuter de toutes parts. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici.
Allez, direction l'Estonie pour terminer, le parti du pouvoir a récolté plus de 31% des voix devant la formation d'extrême droite Eker, avec plus de 16% selon les décomptes quasi définitifs des résultats des élections législatives. La formation de la première ministre Kaja Kallas améliore donc son score par rapport au précédent scrutin, mais elle devra, tout comme lors de la législature qui s'achève, former une coalition au Parlement. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.